bonjour. Bonjour. Actuellement, il me trouve en forêt. Vous allez m'excuser, j'arrange un peu le nouveau micro que j'ai pris dernièrement. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, j'espère que vous m'écoutez correctement. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque je rentrais du champ hier, c'est le moto-taximan. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chaque fois que je suis avec des personnes, elles ont toujours tendance à me raconter leur vie, elles ont toujours tendance à m'expliquer pourquoi elles font ceci, pourquoi elles font cela. Ou peut-être que j'ai un don pour écouter les gens, ou bien je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Hier, lorsque j'ai rentré du champ, il y a le moto-taximan qui m'a transporté, quittant du village dans lequel je fais le champ pour la ville, pour le centre de la ville où j'habite. M'a raconté son histoire. Et son histoire est comme un peu l'histoire des contes qu'on a l'habitude de lire dans les documents. C'est une histoire qui fait pleurer ou qui peut faire pleurer. C'est-à-dire, c'est dans une famille, c'est une histoire concernant une famille. Et je vais vous raconter, pour ceux qui vont suivre l'histoire jusqu'à la fin, on va tirer une morale de cette histoire. C'est-à-dire, on va tirer une leçon de ce qui s'est concrètement passé. Vous savez pas, vous m'excusez si je regarde chaque fois en l'air, parce que je vous ai dit, ici au champ, ici en forêt, constamment, il y a les branches d'arbres qui peuvent, que lorsqu'on scie, lorsqu'on abat les arbres, ça cale soit en haut et puis ça peut descendre à tout moment. C'est la raison pour laquelle j'essaie toujours de regarder autour de voir s'il n'y a pas ce genre de branches, s'il n'y a pas quelque chose de ce genre-là. C'est le réflexe qu'on m'a demandé de développer ici au champ. Donc ce petit garçon qui avait à peu près peut-être 29 ou 30, entre 29 et 35 ans, me raconte donc son histoire. Son histoire, c'est un jeune qui a perdu sa mère lorsqu'il avait 15 ans. Et son plus jeune frère avait 9 ans. Et dès la mort de sa mère, parce que en fait sa mère habitait seule avec eux, son père n'était pas avec eux. Donc vous voyez par exemple, ce sont des familles monoparentales. Ils avaient perdu leur père depuis l'enfance. Mais le plus petit avait quand même 9 ans. Et franchement, je vais d'abord vous dire ce que celui-là fait aujourd'hui. Celui-là aujourd'hui est livreur de poissons. Donc il prend les poissons, il part livrer dans les villages. Il a sa propre moto, il a 2 voitures et il a actuellement construit 3 maisons et il a au total 5 terrains qu'il a achetés selon ce qu'il m'a dit. Actuellement, lorsqu'il totalise tous ses biens, il peut être dans les 40 à 50 millions de francs s'il faut revendre, s'il fallait revendre tous ses biens aujourd'hui. Mais les choses n'ont pas toujours été comme ça. C'est un jeune qui a souffert, il est passé par l'enfer, comme je vous ai raconté l'histoire de celui qui est quitté de sans-abri à multimilliardaire au niveau du Cameroun. Mais l'histoire de celui-ci, c'est une histoire que les gens vivent tous les temps dans les familles. Par exemple, c'est un jeune garçon qui a perdu sa mère, son dernier parent qui lui restait à 15 ans. Et son plus jeune frère avait 9 ans. Et c'est leur tante, la grande sœur de sa mère, qui les avait recueillis. Et vous voyez, par exemple, il n'est pas souvent évident, surtout lorsqu'on n'est pas habitué à rester avec les enfants d'autrui, les enfants de l'autre, d'habiter avec, par exemple, d'autres personnes dans la maison. Et vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour donc maintenant, il y avait toujours des problèmes entre les enfants. Donc, à la mort de la petite sœur, la grande sœur, par respect pour la petite sœur, a pris donc les enfants, avec lesquels ils habitaient dans un studio, une chambre et un salon. Donc le soir, chaque soir, on faisait sortir les matelas à partir de 21h, 22h. On plaçait au salon, on portait les chaises, on plaçait, on mettait les matelas. D'autres personnes dormaient pendant que les parents dormaient dans la chambre. Et comme ça pendant plusieurs mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien après maintenant, un jour, le plus petit n'a pas lavé les assiettes. Le plus petit, donc l'enfant de la petite soeur, n'avait pas lavé les assiettes avant de partir à l'école. Lorsqu'il est donc rentré, on lui a dit qu'il ne mange pas. Et ses grands frères ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas manger? On dit qu'il n'a pas lavé les assiettes avant de partir à l'école. Or, c'est son travail domestique, c'est-à-dire qu'il devait faire ce travail-là chaque matin avant d'aller à l'école. Voilà donc maintenant que il a, le soir, sa marade, c'est-à-dire la grande sœur de sa mère, a donc décidé que tous les enfants de sa petite sœur devaient sortir de la maison. Il devait aller se battre ailleurs. Et voilà donc qu'elle a enlevé les enfants. Le plus jeune a 9 ans, le plus grand a 15 ans. Et ils sont dehors, à la merci du froid. Ils sont dehors. Ils sont rentrés dans leur ancienne maison. Or, c'est une maison qu'ils louaient.
Donc, ce n'était pas une maison qui les appartenait. Ils ont dormi sans couverture, sans rien, cette première nuit-là. Ils étaient 4 enfants. Lui, le plus jeune, avait 9 ans. Et le plus grand avait 15 ans. Celui qui m'a raconté son histoire avait 15 ans. C'est ce qu'il m'a dit pendant le trajet. Et je l'encourageais à me raconter son histoire. Je l'encourageais à parler. Et en disant les termes, ah, c'est vrai ça, mince. Ça, vraiment. Vous voyez, par exemple, quand vous faites comme ça permet à l'autre de comprendre que vous suivez son histoire et de continuer de façon sereine à vous raconter. Donc, comme ça que il m'a fait comprendre que les premiers temps n'étaient pas faciles. Que pour lui, lorsque il trouvait un arabe, c'est-à-dire un travail, un job, c'est-à-dire un travail où on pouvait lui donner 500 francs, 1000 francs, c'était beaucoup. Et que parfois, quand il fallait travailler toute une journée pour 2000 francs, il était prêt. Et que les gens ne comprenaient pas souvent pourquoi est-ce qu'il ne partait plus à l'école. Parce qu'à ce moment-là, il y a 2 choses qu'il a: aller à l'église, aller à l'école. En fait, il avait comme, je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est une rancune ou une haine particulière pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impression que pourquoi est-ce que Dieu ne l'aimait pas tellement qu'il a seulement choisi sa mère pour tuer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué ses parents? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on choisit? On a choisi ses parents. Pourquoi Dieu ne pouvait pas empêcher que cela ne se passe? En fait, ça c'est ce qu'il m'a dit. Il avait franchement comme une rancœur contre Dieu à cet instant-là, à cette époque-là. Mais bien après, il m'a fait comprendre que ça c'était parce qu'il était fâché. Parce que les gens qui l'ont aidé, les personnes qui l'ont aidé, c'était les personnes de l'église de sa mère. Ce sont les personnes qui étaient dans l'église de sa mère qui l'ont vraiment aidé, qui les ont soutenus. Parce que parfois, on les envoyait la nourriture. Et c'était lui le plus grand qui devait s'arranger à préparer la nourriture pour que ses petits frères puissent manger. Il ne m'a pas donné les raisons, les causes de la mort de sa mère. Il m'a seulement dit qu'elle était morte. Et pendant qu'ils sont à la maison, dans leur maison, en train d'attendre la nuit pour dormir, ça où son plus petit frère qui a 9 ans lui demande si sa mère qui est morte va revenir. Parce que la façon dont on les fait souffrir dans la maison de la tante, est-ce qu'ils vont bientôt rentrer encore dans la maison de la tante? Est-ce que la tante va les pardonner? La tante avait dit qu'elle ne voulait plus jamais les revoir dans sa maison. Et donc comme ça que ce petit garçon, ce jeune garçon de 15 ans, va prendre celui d'élever lui-même ses propres petits frères et ses propres petites sœurs. Il vous a dit qu'ils étaient 4 et le plus petit avait 9 ans. Et c'est donc comme ça qu'il va se mettre à faire les jobs, tout ça, pour financer la nutrition. Parce que le plus important pour eux, c'était de manger. Il m'a dit qu'il a souffert. Il a travaillé dans les chantiers. Il a lavé les assiettes. Il a fait le pouce. Il a fait les travaux que personne ne peut imaginer. Uniquement pour réussir à survivre. Et que lorsqu'il réussit à avoir 500 francs, il savait qu'une journée est passée. Il peut encore vivre une autre journée. Parce qu'au niveau de la maison, avec 500 francs, il pouvait réussir à préparer une nourriture que tout le monde devait manger. Et vous voyez par exemple, les enfants sont battus. Quand on est passé dans une ville de l'autre côté, sur la route pour rentrer, il m'a montré un camion. C'était le camion de l'un de ses petits frères. Il me dit son petit frère a 2 camions. Et vous avez parlé du nombre de terrains que lui a, des maisons qu'il a construites pour lui-même. Son petit frère a 2 camions. Et que le plus petit d'entre eux, actuellement, c'est celui qui avait 9 ans. Là, actuellement, c'est quoi? C'est autour de. Là, parler de la personne, celui-là en classe de seconde. La personne, son plus petit là, fait la classe de seconde. Et vous voyez par exemple que beaucoup d'années sont passées. Les enfants ont appris à se battre, ils ont appris à s'adapter. Ça n'a pas été facile pour eux. Mais à la fin, aujourd'hui par exemple, le petit frère a 2 camions. L'autre a au moins des terrains en grande quantité, les maisons qu'il a construites et qui sont en location. Vous voyez que dans le fond, il ne faut pas toujours voir la difficulté comme quelque chose de mal. Il y a toujours, il y a un proverbe chinois, donc il y a une théorie chinoise. Selon la philosophie chinoise, c'est le yin et le yang, la théorie du yin et le yang. Dans n'importe quel bien se trouve au fond le mal, dans n'importe quel mal se trouve au fond le bien. C'est-à-dire le bien peut générer le mal, comme le mal peut générer le bien. Aujourd'hui, par exemple, cette tante-là a honte aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui passent soir rendre visite. Et il m'a dit qu'ils ne rendent pas le mal par le mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils voient la tante, ce sont eux qui viennent parfois en aide. Ce sont eux qui achètent parfois les remèdes chez la tante là. Parce qu'elle est parfois malade. Et qu'eux, ils n'ont pas une rancune particulière. Mais chaque fois, ils disent, si tu nous avais aidé, peut-être aujourd'hui, on serait en train de vraiment t'aider. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et peut-être que si elles avaient aidé, est-ce qu'ils seront, je ne sais pas, vous-même, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que si la tante les avait vraiment aidés, ils seront devenus quoi? En fait, je vous raconte cette petite histoire, c'est l'histoire qu'il m'a racontée parce qu'il y a eu partage à Congé Camp, c'est-à-dire c'est la société de distribution de poissons frais.
de poissons frais, oui, ici au niveau du Cameroun, Congelcam, sans publicité bien sûr. Et il partait là-bas prendre du poisson pour aller en bourse parce qu'il voulait absolument arriver avant 17 h. Il m'a même porté, bon, en fait, il m'a porté, je lui ai donné 500 francs pour le transport, quittant du village pour la ville. Mais il me disait qu'il fallait qu'il rattrape Congelcam parce qu'il fallait qu'on lui livre le poisson pour la journée d'aujourd'hui. Vous voyez vous-même, franchement, il ne veut pas vous cacher. La vie n'est pas aussi évidente que ça. Et là, par exemple, dans les coins de Bruxelles, il y a des petites boutiques où il a, par exemple, il vend ce truc avec les poissons. Vous voyez, il gagne sérieusement. Il m'a dit que non, il gagne bien sa vie aujourd'hui. Et qu'il ne peut pas conseiller à un jeune de baisser les bras. Et voilà donc, si vous racontez cette histoire-là, c'est simplement parce que aujourd'hui, il vit de son travail. Aujourd'hui, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un voleur. Il m'a dit qu'il ne fume pas et il ne boit pas. Et il n'est pas dans les petits trafics, il n'est pas passé par les trucs. Parce qu'il a eu une très grande responsabilité très tôt. À 15 ans, il fallait qu'il s'occupe de ses petits frères et de ses petites soeurs. À 15 ans, il fallait qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Soyons forts. En fait, les choses ne se font pas. On fait les choses. On arrange le chemin qui va nous permettre d'atteindre notre bonheur, d'atteindre notre succès, d'atteindre notre réussite. C'est nous qui les frayons. C'est nous qui travaillons pour organiser ce chemin-là. Ce n'est pas des personnes qui vont organiser ça pour nous. Je ne vais pas vous cacher. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je vous raconte cette histoire-là entre-temps parce que c'était une histoire qui m'a beaucoup touché. Ce garçon, c'est un jeune. Je vous ai dit, il a entre 29 et 35 ans. Et vous aussi, vous êtes encore jeune. Vous avez des projets. Lorsque vous nous voyez, par exemple, comme actuellement, c'est sur le champ. Je suis en campagne, je suis en forêt. Vous savez qu'on fait ici, je ne vais pas vous cacher, il n'est pas facile. Mais à la fin, lorsqu'on va voir les résultats, vous ne pouvez pas juger les gens à partir des résultats qu'ils ont. Il faut voir le chemin qu'ils ont parcouru. Et très souvent, ce chemin n'est pas un chemin sans embûches. C'est un chemin qui est parfois très difficile. Je vous dis, le chemin que nous empruntons est un chemin qui n'est pas aussi évident que ça. C'est un chemin parfois difficile, très difficile, semé d'embûches et de difficultés. Donc, il fallait que vous racontiez cette histoire-là. Et si vous avez besoin des histoires comme ça, vous me dites. Je n'ai pas voulu présenter parce que, en fait, la plupart du temps, les gens n'aiment pas. Vous savez qu'on est en Mondial Vision. La plupart du temps, les gens n'aiment pas qu'on les expose. Donc, s'il vous plaît, si vous avez votre neveu, votre fils ou une personne que vous gardez chez vous, évitez parfois de les faire souffrir. Et beaucoup de gens font souvent ça à la fin, lorsque on est déjà proche du succès, lorsque les enfants veulent déjà réussir. C'est à ce moment-là qu'ils posent des actes comme ça. Les enfants n'ont même pas encore fait 6 mois chez la tante, même pas, après la mort de leur mère. Mais voilà déjà qu'on les faisait souffrir, voilà qu'on les chassait même déjà de la maison. Et lorsque cette tante-là les chassait, elle ne se souciait pas, elle s'en fichait éperdument, comme ne sont pas ses enfants. Mais qui sont nos enfants? S'il faut aller dans le fond, qui sont nos enfants? Nos enfants, c'est toute personne qui est plus jeune que nous, c'est toute personne qu'on peut encadrer. Nous, les enseignants, par exemple, élèves comme soit nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle on s'occupe d'eux comme si c'était nos propres, comme si c'était le produit de notre génétique. C'est comme si c'était nos propres enfants qu'on avait mis au monde. Mais s'il faut se contenter de ceux qui sortent de notre sein, ce n'est pas bon. Parce que tous les enfants qu'on rencontre dans notre société sont nos enfants. Nous devons bâtir un pays, nous devons bâtir un continent, nous devons bâtir un monde qui est merveilleux, un monde qui est bien pour eux. Bientôt, nous sommes là pour un temps, nous ne sommes pas là éternellement. Et nous travaillons tous pour un bien-être social. Nous, à notre niveau, on essaie d'apporter notre part à la construction de l'édifice national. On essaie d'apporter notre part de contribution à la construction du monde, à la construction de l'Afrique. Vous aussi, essayez de faire autant, si possible, dans la mesure du possible, en aidant, par exemple, parfois les membres même de votre propre famille. Ne les abandonnez pas, ne les abandonnons pas. Donnons-leur un coup de main. Surtout ceux qui n'ont plus personne pour les défendre, sans les attaquer. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes ici, sur une chaîne pour l'entrepreneuriat. Actuellement, je suis en forêt. Vous voyez, par exemple, je suis assis sur un tronc. Je suis assis ici, sur un tronc. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je suis assis sur un tronc. Et je voulais partager aujourd'hui cette vidéo avec vous. Je voulais partager, par exemple, cette expérience, cette histoire qu'on m'a racontée hier, quand j'ai rentré de la forêt avec vous. Et actuellement, il doit aller mettre la pression sur les enfants-là pour qu'ils puissent continuer à travailler. Vous savez, il ne faut pas déléguer son travail à d'autres personnes. Vous savez, si je ne suis pas là,
je suis sûr que les choses ne vont pas avancer. Parce que les gens vont dormir, personne ne va travailler. Je suis là avec eux. Je suis venu avec la nourriture, malgré que je les paye. Vous voyez, par exemple, en fait, ce sont des réalités qu'il y a sur le terrain. Parce que lorsque vous faites les calculs, si vous dites, par exemple, que abattre un hectare, c'est 45 000, vous venez vous chercher quelqu'un à qui vous allez donner 45 000, vous n'allez jamais dépenser 45 000. Vous devez prévoir au moins 700 000 pour un hectare. Lorsque le CIA vous dit qu'il lui faut 45 000. Je m'explique. Parce que si, par exemple, le CIA vous demande 45 000, d'abord, ce sont des gens malhonnêtes, très souvent malhonnêtes pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des personnes très souvent qu'il faut faire attention avec elles. Parce que si vous blaguez, elles vont vous mettre dans le noir. C'est-à-dire elles vont profiter le maximum possible. Mais vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez même pas rien faire. Donc, quand vous avez, par exemple, un bon soeur, vous avez la chance d'avoir un bon soeur. Ce que vous devez faire, c'est que si vous demandez 45 000, prévoir au moins entre 100 et 150 000 francs. Au moins. Pourquoi? Parce que quand il vous dit, par exemple, 45 000, ça c'est pour lui, sa main d'œuvre. Maintenant, il faut acheter le carburant et l'huile. Le carburant, 20 litres, c'est... Bon, moi, je lui donne 20 000 pour 20 litres de carburant avec l'huile. Parce que 20 litres, normalement, c'est là les 15 000. Il faut l'huile 3 000. Ça fait 18 000. Le transport, 2 000. Vous voyez, ça fait 20 000. Maintenant, on est déjà à 65 000. Maintenant, il faut votre transport pour quitter chaque fois de la ville pour la bourse. Et c'est 1 500 par jour. Il faut la ration. Chaque jour, vous devez dépenser environ 2 000 pour les faire manger en bourse. Malgré que vous avez payé, malgré que vous payez, vous allez dépenser pour la ration. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. Vous dépensez comme ça environ 2 000 chaque jour. Donc, si votre travail dure 2 semaines, imagine par exemple, ça vous fait déjà 2 000 par jour rien que pour la ration. Et 1 500 par jour pour le transport. On est à 3 500. Si vous faites seulement fois 10, ça fait 35 000. Bon, on était à 65 000. Vous voyez déjà qu'on est déjà à 100 000. Sans compter qu'il y a beaucoup d'autres petites dépenses qu'on fait. Parfois, quand il me dit que son enfant est malade, ou bien par exemple, il a mal au corps, je dois lui donner un 500, 1 000 francs, 2 000 par-ci, par-là, pour que mon travail puisse franchement beaucoup avancer. Vous voyez, c'est un arbre qu'on vient d'abattre. En fait, on est en plein abattage actuellement ici. On est en plein abattage. Donc, je vais vous laisser comme ça. On se voit prochainement. Ciao. Voilà par exemple une autre vidéo aujourd'hui. Nous faisons encore une autre vidéo aujourd'hui pour vous montrer de façon plus explicite comment on trouve l'eau. Comment on cherche l'eau lorsqu'on est en forêt. Pour creuser son puits ou pour creuser par exemple un forage. Comment on fait pour savoir à combien de mètres. D'abord le lieu où retrouver l'eau. Comment on fait par exemple pour savoir à quel lieu trouver l'eau. Ou encore à combien de mètres faut-il creuser au fond du sol, c'est-à-dire à l'intérieur du sol. Voici par exemple ici. J'ai ici ce sont des fils de fer. Je peux les redresser. Vous voyez par exemple, je peux les redresser. En fait, pour ceux qui n'ont pas ces fils de fer, vous pouvez utiliser les cintres, c'est qu'on accroche les habits. Les cintres des habits, vous pouvez utiliser ça. Donc, voici par exemple ici. Ça, c'est les baguettes du sourcier. C'est que d'autres personnes, certaines personnes vont prendre cette activité. Mais vous devez savoir une chose, c'est que il y a des gens qui creusent souvent, qui partent jusqu'à parfois 20 mètres à l'intérieur du sol, uniquement pour chercher l'eau. Alors que peut-être sur notre endroit, sur le même terrain, on peut trouver l'eau à 5 mètres ou à 6 mètres. Donc voilà par exemple, ici, vous voyez ce que je suis en train de faire. J'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Regardez ce que je fais. Je plie seulement pour me niveau ceci. Vous voyez par exemple, voilà ce que j'ai. Vous voyez les deux baguettes qui ont presque la même taille. Vous voyez par exemple, voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, je vais les tenir comme ça. Et lorsqu'il les tient comme ça, comme ceci, chaque fois que je demande par exemple à l'univers, l'énergie va entrer, l'énergie entre par mes pieds et ressort par mes mains. Et là par exemple, qu'est-ce que je fais? Je peux me placer comme ça. Lorsque je suis placé là, je suis en contact direct avec l'univers, avec mon environnement. Et ce qui va se passer, c'est que quoi? C'est que si par exemple il y a de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Les baguettes vont se croiser. Donc les baguettes vont se croiser comme ça. Et d'autres personnes peuvent faire ceci avec les feuilles de 6. Il y a d'autres personnes qui font ça avec les feuilles de 6. Ça marche toujours. Donc voici par exemple, vous pouvez faire ça le plus simplement comme ça. Et là par exemple, qu'est-ce qu'il fait? D'ici il y a l'eau. Les baguettes vont se croiser. S'il n'y a pas l'eau dans la direction, les baguettes ne se croisent pas. Donc voilà ce qu'on va faire. Bon, j'entre en contact avec l'univers. Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? 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 Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction?
Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Vous voyez qu'il y a l'eau dans cette direction. Vous observez. Il y a l'eau dans cette direction. Donc c'est cette direction-ci. Je veux savoir. Montrez-moi. À quel niveau dois-je creuser? Montrez-moi à quel niveau dois-je creuser. À quel niveau dois-je creuser? Vous voyez, ici. Je dois creuser à ce niveau. Vous voyez, donc ça veut dire que l'eau coule comme ça, dans cette direction-ci. L'eau coule comme ça. Bon, maintenant, la question qu'il me pose, à combien de mètres à partir de moi est-ce qu'il doit creuser? Combien de mètres à partir de moi il doit creuser? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. 7 mètres et demi. Donc, à partir de moi, là où j'étais, je suis à 7 mètres et demi. À l'intérieur du sol, je peux trouver de l'eau. C'est-à-dire moins de 10 mètres. Donc, à 7 mètres et demi, je peux y trouver de l'eau. Voilà, par exemple, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Comment trouver l'eau parce que ici, bon, ça c'est un truc qu'on a fait uniquement pour le charbon. On va utiliser ça pour faire le charbon. Je vous ai prévenu par rapport à ça. Donc, on va faire un petit truc de charbon ici pour voir si on peut réussir. On prend les quelques branches qu'on a ici pour faire un peu de charbon. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Je suis entrepreneur. Vous entendez, c'est le sieur qui est en train de scier le bois là derrière moi. Et actuellement, on a un petit champ. Bon, on veut